Donc, bonjour, monsieur Alexandre Tyndall. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté cette invitation pour parler de votre initiative, l'initiative Giacometti. Donc, c'est une initiative populaire où vous avez rédigé une proposition concrète de modification de la Constitution sur un point spécifique. Et puis, si vous arrivez à réunir le nombre requis de signatures, eh bien, cette proposition sera soumise en votation populaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire brièvement en quoi consiste cette initiative Giacometti? Oui, alors là, je peux vous dire, vous assurer, et les spectateurs, ça ne va pas durer plus que 5 minutes, l'intervention, la vidéo, parce que c'est d'une simplicité presque biblique. Ce que moi je propose à mes concitoyens et concitoyennes de modifier dans notre Constitution fédérale. Donc, la plupart des, tout le monde sait en Suisse, en tout cas, qu'il y a le référendum facultatif pour les lois fédérales, votées par le Parlement. C'est-à-dire, une loi fédérale votée par le Parlement ne peut pas entrer en force avant le délai référendaire de 100 jours. Et si dans ces 100 jours, le 50 000 citoyens et citoyennes décident que cette loi doit être soumise au référendum du peuple, ensuite il y a une votation référendaire sur le référendum pour que le peuple décide oui ou non si une loi peut entrer en force ou pas. Ça, c'est le système normal, la procédure normale de législatif en Suisse. Mais dans la Constitution fédérale, il y a une exception à cette règle. C'est l'article 165 de la Constitution qui prescrit si le Parlement estime qu'une loi est urgente au sens de l'avis du Parlement, il peut la déclarer urgente et la faire entrer en force immédiatement. Ça peut arriver, il y a des situations où le Parlement décide ça, comme il l'a fait par exemple dans le contexte des lois Covid. Mais pas seulement, il l'a aussi fait dans d'autres contextes. Ma proposition aux autres citoyens suisses, c'est de modifier la disposition de l'article 165 en disant si le Parlement décide de déclarer une loi urgente et de la faire entrer en force immédiatement, dans les 100 jours, il faut qu'elle soit soumise au référendum obligatoire. Donc, c'est plus besoin ensuite de former un comité référendaire, puis ensuite avoir des débats, etc. C'est dans les 100 jours, le peuple doit approuver ou pas la loi qui a été déclarée urgente. S'il n'approuve pas la loi, elle est caduque, elle cesse d'être en force. Si le peuple et les cantons approuvent cette loi, alors la loi reste en force. C'est tout. En fait, on pourrait s'arrêter là, car c'est juste, en un mot, si le Parlement déclare une loi urgente, alors elle est soumise au référendum obligatoire dans les 100 jours. Ok. Donc, ça concerne les lois urgentes et ça, c'est une partie du droit d'urgence. Donc, c'est ou c'est distinct. Disons, il y a d'autres choses qui sont prises dans l'urgence qui sont différentes des lois urgentes. Est-ce que vous pouvez distinguer ça d'autres choses connexes qui existent? Alors, ce qui est important de comprendre, moi je suis juriste et heureusement pas tout le monde est juriste, mais les notions juridiques pour un juriste, par exemple la notion d'urgence, n'est pas la même que pour un ambulancier. Quand vous avez une urgence, quand l'ambulance arrive, c'est l'urgence au sens que les gens entendent par urgence. Urgence pour les parlementaires, pour nos députés, pour le gouvernement et puis pour le législateur en général, c'est un délai beaucoup plus long. L'urgence, ça peut être 6 mois, une année. On prépare une loi, on dit, mais on la déclare urgente, on dit, on ne peut pas attendre la fin du délai référendaire, comme je vous ai dit avant, 100 jours plus encore s'il y a un référendum,
Ça peut être 9 mois ou 6 mois. Dans le sens pour le législateur dire urgent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre les 6 mois ou 9 mois jusqu'à la votation. C'est pour ça que ça ne devrait pas s'appeler la législation d'urgence, mais la législation qui entre immédiatement en force. OK. Ensuite, et ça, il y a une grande confusion dans les notions juridiques. Il y a le droit d'urgence. Ce n'est pas la législation d'urgence, mais le droit d'urgence que la Constitution confère au Conseil fédéral. C'est ce qu'il a fait, par exemple, pas dans le contexte de la loi COVID, du Covid, mais dans d'autres circonstances où il a aussi appliqué le droit d'urgence lors de la fusion ou de la reprise du Crédit Suisse par l'UBS. Le droit d'urgence, c'est vraiment l'urgence au sens politique, quand il y a vraiment le gouvernement doit intervenir immédiatement. Ça, c'est le droit d'urgence de l'article 185, alinéa 3 de la Constitution fédérale. Ensuite, il y a un troisième système pour gérer une crise. Ça s'appelle le régime des pleins pouvoirs. Le régime des pleins pouvoirs, c'est quelque chose de très rare et extrêmement exceptionnel. Ça, c'est vraiment quand il y a menace sur l'existence du pays. Et on appelle ça un régime de plein pouvoir, on n'appelle ça pas le droit des pleins pouvoirs, parce que ce n'est pas prévu dans la Constitution. Ce n'est pas réglé dans la Constitution. Les cas de régime de plein pouvoir, on l'a eu de 1939 jusqu'en 1952, je crois, ou bien 1914 à 1918. C'est vraiment quand le Parlement siège et décide de donner les pleins pouvoirs au gouvernement pour qu'il élise, par exemple, il désigne un commandant en chef, par exemple le général Guisan à l'époque, ou le général Ville, je crois, dans la Première Guerre mondiale. Donc il y a vraiment ces trois situations prévues dans notre système politique. Et Législation d'urgence. l'initiative Giacometti, donc, elle concerne pas l'exécutif, elle concerne pas le Conseil fédéral, elle concerne uniquement ces lois faites par le Parlement et auxquelles le Parlement confère la qualifie d'urgente et ce que ça signifie, c'est que elle entre immédiatement en vigueur sans attendre la fin du délai référendaire. Et une votation référendaire sur le référendum, le cas échéant, dans 6 mois. Alors, pourquoi, donc vous dites un point important, c'est donc que le référendum est obligatoire. Pourquoi est-ce que ça suffit pas d'avoir un référendum facultatif comme il y a déjà? Alors, on l'a bien vu, par exemple, avec les lois Covid. L'Assemblée fédérale a déclaré urgent les lois Covid-19. Ensuite, ce qui s'est passé, et c'est ça qui m'a poussé à rédiger ce texte d'initiative et de proposer cette modification, c'est que les gens ont commencé à manifester. Ils n'étaient pas contents. Il y avait une minorité de gens qui disaient, mais on est contre cette loi. Et c'est vrai que cette loi avait très peu de légitimité parce qu'elle avait été déclarée urgente et elle est immédiatement entrée en force, avant que le peuple puisse se déterminer. Et comme on l'a pu l'observer aussi, pendant la campagne référendaire, il y avait beaucoup d'émotions, il y avait beaucoup des choses qu'on ne fait pas en Suisse, normalement. Bon, si on n'est pas d'accord avec une loi, on organise un comité de référendum et ensuite on propose au peuple de dire non à la loi. Mais là, ce n'était pas possible. Parce que même si le peuple avait dit non à cette loi, elle restait en vigueur. Ce qui est choquant aussi du point de vue juridique ou du point de vue constitutionnel, en tout cas, à mon avis. Donc ça, disons, c'est la loi, l'article justement 165 de la Constitution actuelle qui dit que pendant une année après son adoption, ça reste en vigueur, quelles que soient les décisions populaires. Voilà. Donc, en fait, l'article 165, c'est l'ancien article 89 bis de l'ancienne Constitution, qui était en vigueur jusqu'en 1999.
Et moi, j'avais étudié l'ancienne version, l'article 89 bis, 89 bis de la Constitution fédérale, de l'ancienne Constitution fédérale. Et cette disposition de 89 bis, comme l'indique le nom de l'article, c'était suite à une initiative populaire de 1949 qui s'appelait l'Initiative pour le retour à la démocratie directe. À l'époque, en 1900, pendant les années 30 et 40, l'Assemblée fédérale utilisait une exception qui était prévue dans la Constitution, que si elle la déclare urgente, ce n'est pas soumis au référendum. Et ça, naturellement, c'était un problème, parce qu'ensuite, la majorité des lois, ils déclaraient urgente. Oh, il y a la crise économique, oh, il y a la crise politique, etc. Donc, le peuple ne pouvait plus exercer son droit de référendum, parce que c'était déclaré urgent. Donc, un premier progrès, ça a été d'introduire ce droit de référendum, même pour les lois déclarées urgentes. Et vous, ce que vous proposez maintenant, c'est que ce référendum, il soit obligatoire, Voilà. qui a pour conséquence contrairement à maintenant où ça dure une année après l'adoption de la loi urgente, là, après 100 jours, Tout le monde est au clair. enfin, soit c'est accepté, soit c'est refusé, et c'est clair. Et si c'est refusé, c'est après 100 jours et donc pas après une année. Mais il y a quand même 100 jours pendant lesquels cette loi est en vigueur, parce qu'elle reste comme une loi urgente en vigueur dès son adoption par le Parlement. Il y a quand même 100 jours là, un peu inconfortable où la loi est en vigueur, mais elle n'a pas, enfin, des citoyens n'ont pas pu faire appel au peuple pour contester cette loi. Alors, euh, alors parce que moi, je n'ai pas d'idée, c'est pas parce qu'une loi est déclarée urgente qu'elle est mauvaise. Oui. Moi, je parle de l'idée, c'est une action peut-être politique, c'est que le peuple sait le mieux ce qui est bon pour la République. Parce que c'est le constituant, le peuple, qui sait ce qui est conforme à sa constitution qu'il s'est donné lui-même. Donc, si une loi est déclarée urgente, tout le monde sait, le Parlement, l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral, les groupes d'intérêt politiques, économiques, sociaux, etc. Tout le monde sait, si on déclare urgente, elle peut être peut-être valable seulement 100 jours, mais si le peuple dit non, alors ensuite elle est plus en force. C'est très simple, ça crée de la sécurité. Les gens n'ont plus besoin de s'énerver ou bien de se bagarrer. C'est organisé. Oui, Et c'est ça neuf aussi. pendant 100 jours. Oui, c'est neuf pendant 100 jours. Non, ils n'auront même pas besoin de s'énerver parce qu'ils sauront que dans les 100 jours, Ouais, il ouais, y ça aura vient. votation et ensuite. Ça va pas durer très longtemps, ouais. Et ça renforce aussi, et ça c'est un aspect que les gens sous-estiment de l'initiative Giacometti, si elle aboutit, ou quand elle aboutira, c'est que ça renforce aussi la position du Parlement face au gouvernement et à l'administration fédérale et au groupe d'intérêt derrière. Parce que le droit de référendum, en soi, renforce le Parlement. Parce que le référendum, il y a la menace du référendum. Donc les parlementaires se sentent, ils, ils sont impliqués quand ils font une loi, il y a les groupes d'intérêt qui les influencent. Mais ensuite ils disent, oui, il faut déclarer urgent. Ou bien, il y a le droit de référendum. Ils disent, ah oui, mais il y a le droit de référendum. Si on vote maintenant cette loi comme vous voulez, il y aura un référendum. Ça va reporter la loi, l'entrée en vigueur de la loi. Est-ce que vous voulez ça? Vous voulez attendre pour les subsides ou les réductions d'impôts ou les choses comme ça? Là, le droit de référendum, c'est un instrument très important pour l'équilibre de nos institutions, Parlement, Assemblée fédérale, Conseil fédéral et le peuple, le souverain peuple au-dessus d'eux. Est-ce que le fait que le référendum est obligatoire, alors avec l'initiative Giacometti, plutôt que simplement facultatif après récolte de signatures, bon, ça permet évidemment de réduire les temps, de faire 100 jours, parce que 100 jours, c'est en fait le délai référendaire normalement. Après 100 jours, on arrive à la fin de la récolte des signatures. Donc, on n'est encore pas du tout à la votation. Donc, ça permet de réduire les délais. Mais est-ce que ça n'a pas pour conséquence aussi que certaines propositions, enfin certaines lois urgentes qui sont acceptées par tout le monde vont devoir quand même être soumises au référendum, parce que c'est obligatoire de le soumettre au référendum, bien que qu'il y ait un consensus en fait. S'il y a un consensus, ils n'ont pas besoin de déclarer urgent.
Ils attendent les 100 jours. Parce que 100 jours dans un procédure législative, c'est pas beaucoup. C'est 3 mois. Bon, s'il y a une épidémie ou quelque chose comme ça, il peut se passer beaucoup de choses en 100 Alors jours. ça, c'est le droit d'urgence qui Ah, s'applique d'accord. du Ouais, Conseil fédéral. Et puis, dans l'occurrence, s'il y a une épidémie, c'est la loi sur les épidémies qui s'applique. ouais. L'article 6 et l'article 8, la loi sur les épidémies. Ça n'a rien à voir. Là, ça concerne uniquement de savoir si c'est pour faire entrer en force immédiatement ou pas. Et ces lois urgentes, enfin déclarées urgentes, est-ce qu'elles ont des raisons de... Quelles sont typiquement les raisons qui font qu'on a envie, enfin que le Parlement a envie qu'elles soient mises en œuvre immédiatement, qu'elles soient... Alors, dans le passé, il y a eu plusieurs périodes. Il y a eu des périodes jusqu'en 1949 où le Parlement utilisait cette disposition que s'il y a une déclarée urgente, on n'avait pas besoin de le soumettre au référendum. Ce n'était pas soumis au référendum. Depuis 1949, ensuite, ils ont arrêté avec ça, sauf dans des cas où il y avait, par exemple, une surchauffe immobilière ou bien il y avait différentes lois qui ont été déclarées urgentes dans les primes des assurances maladie. On a dit on fait entrer en force immédiatement, ou bien pour les réfugiés, crise des réfugiés. On dit on ne veut pas attendre le délai référendaire et un éventuel. C'est souvent des lois qui n'étaient pas du tout contestées, mais qu'il fallait quand même faire, déclarer urgente pour que l'administration puisse tout immédiatement mettre en œuvre la législation, les ordonnances, etc. C'est avec le Covid où ils ont recommencé à déclarer urgent. Maintenant, ils ont déclaré aussi les lois sur le climat, la loi sur le Parlement. Personne ne s'en est aperçu, mais ils ont déclaré ces lois urgentes. Et est-ce que c'était vraiment urgent? Parce que les gens pensent, mot urgent, oui, justement, épidémie, Mhm. il y a le feu dans le toit et que ça. Non, ce n'est pas les pompiers, on n'attend pas les pompiers. C'est urgent parce qu'on veut que ça soit immédiatement en force immédiatement. Ok. Et le fait que c'est obligatoire, est-ce que ça a aussi pour conséquence de d'éviter que qu'il n'y ait pas de référendum parce que dans cette situation d'urgence, peut-être les citoyens ou les organisations arriveraient pas à s'organiser assez vite pour récolter les signatures ou est-ce qu'il y a un souci de ce côté-là? Alors, moi je pense, si ensuite on dit une loi déclarée urgente et qu'il y a le référendum, elle cesse d'être en force jusqu'à ce que le peuple ait tranché, on pourrait aussi faire comme ça, mais c'est un peu compliqué. Si on veut que, si le Parlement dit oui, c'est quand même mieux que les organisations de défense des droits, etc., doivent récolter 50 000 signatures, oui, mais alors, pourquoi alors la loi reste quand même en force? Plus longtemps, ouais. C'est plus simple de dire, vous déclarez urgent, il n'y a pas de souci, ça peut se produire, mais alors il y a le référendum obligatoire pour que dans les 100 jours, le peuple dise oui ou non. Ok. Un autre élément de votre initiative, c'est que la majorité, enfin pour que ce soit accepté, que la loi soit acceptée, elle devrait obtenir la majorité du peuple et des cantons, alors que pour une loi ordinaire, c'est juste la majorité du peuple. Alors, j'ai beaucoup réfléchi avant de faire comme ça. Euh, D'une part, c'est par simplicité, parce que j'ai copié-collé de la Constitution et puis Oui, parce qu'il y a aussi un référendum obligatoire pour la Constitution, pour tout changement de la Constitution. Oui. mais il y a aussi un référendum obligatoire qui est avec la majorité simple du peuple. Mais ça existe aussi. Moi, pourquoi j'ai fait le peuple et les cantons, la double majorité? C'est pour que le Parlement, sur proposition du Conseil fédéral, pourra faire un contre-projet direct et dire euh, nous, le Parlement, proposons au peuple et au canton, dans le cadre de l'initiative, on fait un contre-projet direct où c'est la simple majorité. Pas la majorité du peuple et des cantons, mais la simple majorité. Ça augmente les chances qu'au moins une des deux propositions passe. Mhm. C'est un peu de la tactique politique comme ça, avec tous les réserves que je peux dire.
Il y a aussi un autre élément qu'un juriste zurichois a mentionné dans un article. L'urgence, c'est l'exception. De déclarer urgent et puis de mettre en force immédiatement, c'est l'exception. C'est pas la procédure ordinaire, législative ordinaire. Donc, par symétrie des formes, si on introduit aussi la double majorité, vu que on applique une règle d'exception. Ouais, d'accord. Ça aussi, c'est un autre argument. Ok. Donc, je crois que là, on a fait un peu le tour des éléments de votre initiative. Vous êtes dans la phase encore de récolte des signatures. Oui, Cette phase, elle se termine bientôt. Donc, oui je crois dans un... officiellement, c'est le 25 juillet. Ça veut oui. dire que vous devez avoir quand les dernières feuilles de signature? Alors, là, je regarde sur ma table, là, puis je reçois mon courrier. Le facteur, il a beaucoup de travail là maintenant chez moi. Et puis, je n'ai pas agrandi ma boîte aux lettres, donc j'attends qu'il arrive et puis je prends la pile de signatures. Euh, c'est vrai que j'étais très surpris de combien de signatures j'ai déjà reçues avec le peu de moyens, tant financiers que médiatiques, etc., que j'ai à ma disposition. Euh, j'ai créé un site internet, peut-être vous pourrez ensuite le mettre en lien. Oui, je mettrai Ah, en description de cette donc vidéo. là, j'ai indiqué combien de signatures je pense que j'ai. C'est beaucoup, mais il faudrait vraiment que d'ici un mois, je reçoive encore 50 000 signatures parce qu'il faut ensuite les faire valider par les communes, etc. Donc, c'est beaucoup de travail. Euh, je commence à distribuer par comptant. Ce qui a la possibilité maintenant, et ça c'est une association euh, des, euh, du mouvement qui s'est créé ces dernières années, qui s'est engagé à organiser avec, ça s'appelle Prospectus Partout. Donc on peut parrainer un village, par exemple, et c'est la Poste ensuite qui remet dans chaque boîte aux lettres euh, une liste de signatures qui explique l'initiative. Et là, ils se sont engagés d'en mettre 500 000. Je ne sais pas si ça va se faire, mais si ça se fait, ça serait très bien. Parce que je pense, beaucoup de gens pensent que c'est mon initiative. Oui, c'est moi qui l'ai conçue, mais ça concerne vraiment tout le monde. Et c'est vraiment un avantage, ça renforce nos droits politiques, notre droit de référendum, ça renforce la position du Parlement face à l'administration et le Conseil fédéral et les groupes d'intérêt derrière. Et je pense que ce serait vraiment quelque chose de bien pour notre pays. C'est ma proposition que je fais à tous mes citoyens et citoyennes. Faites envoyer, sponsoriser un village ou un quartier ou un endroit. C'est bien. Et puis ça, c'est vraiment la dernière ligne droite pour voir si j'arrive à obtenir ces 100 000 signatures. Donc, ceux qui veulent soutenir, ils peuvent donc faire un soutien là, financier. Ils peuvent donc évidemment signer. Oui. euh, Est-ce que vous conseillez plutôt qu'ils cherchent autour d'eux à allonger le nombre de signatures ou bien qu'ils vous envoient directement le plus rapidement possible et puis peut-être en envoyant par email le lien de votre fiche de signature ou de votre site, enfin, qu'est-ce qui vous paraît le plus efficace comme Là maintenant, euh, dans l'urgence, parce qu'il me reste plus beaucoup de temps, euh, je propose que les citoyens aillent sur le site de l'initiative Giacometti et cliquent sur le bouton noir en haut à droite où on peut faire flyer überall ou bien prospectus partout. Et ensuite, on choisit la commune, on peut mettre le nom de la commune, et ensuite ça indique c'est 80 francs, 60 francs, ça dépend de la taille du village ou bien du nombre de boîtes aux lettres. Mhm. Et plus on aura, plus ça augmente les chances. Parce que là, je reçois les rapports une fois par jour de combien de milliers de nouvelles boîtes aux lettres vont recevoir une liste de signatures. Je suis très heureux, mais c'est vraiment tout à la fin maintenant qu'une association s'est engagée à organiser ça. Parce qu'il faut être conscient. Moi, je suis un citoyen dans le canton de Vaud, d'origine des Grisons. J'ai demandé à mon voisin, des amis, de former mon comité et j'ai envoyé la documentation
la chancellerie fédérale, ils l'ont approuvé, ils ont fait un examen préliminaire, ils ont publié dans la feuille fédérale. C'est tout un processus que moi j'ai fait tout seul, en fait. Ça ne m'a pas beaucoup coûté d'argent. Et je ne peux pas, si les gens ne veulent pas, je respecte s'ils ne veulent pas. Et s'ils veulent soutenir, ils peuvent le faire d'une manière très efficace en parrainant, par exemple, un village. Donc, ok, donc vous avez déjà parlé un petit peu de comment vous avez enfin commencé seul, ensuite trouvé des gens pour former je pense, j'imagine le comité. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça, de comment on Oui. procède, comment peut-être on a tout seul une idée, et ensuite quelles sont les étapes Alors, j'ai fait des études de droit ici à Lausanne. Donc là, vous avez quand même un avantage par rapport aux citoyens ordinaires. Vous Exactement. connaissez le droit. Et aussi, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai beaucoup vécu à l'étranger. Je suis rentré en Suisse, j'étais en Suisse de l'étranger pendant une quinzaine d'années. Et quand je suis rentré, je me suis aperçu que la Suisse, ma patrie, avait changé un peu. Et pas nécessairement bien. Mais alors où là, ça m'a vraiment complètement dérouté, c'était l'histoire des gens qui manifestent dans la rue contre une loi fédérale. Enfin, j'ai dit, mais ça, c'est pas normal. Pourquoi est-ce qu'on va manifester contre une loi fédérale? Parce qu'on l'a déclarée urgente. Et j'étais assis sur un banc au bord du lac, et j'ai réfléchi, qu'est-ce qu'on peut faire? Et j'ai regardé la Constitution, j'ai vu, oui, l'article 165 autorise l'Assemblée fédérale de déclarer une loi urgente. J'ai dit, oui, ça peut être justifié, mais il faut corriger quand même un peu le tir. Et donc, j'ai regardé, j'ai appelé la chancellerie fédérale pour leur demander, mais est-ce que quelqu'un a déjà eu cette idée? Et je dis non, vous êtes le premier, parce que c'est vraiment une idée très simple. C'est vraiment pas, il ne faut pas avoir fait des études, avoir fait un doctorat en droit ou en droit romain, en droit canon et en droit civil. Et ensuite, alors je me suis dit bon, alors je vais aller de l'avant. Et je fais toute la paperasserie. Et puis j'ai demandé à vraiment, vous verrez sur le site internet, vous verrez la composition du comité d'initiative. Alors là, je pense que c'est très diversifié. Hein, l'âge, les origines des concitoyens du membre du comité, on peut difficilement trouver mieux. Alors, au niveau des critères qui sont applicables de nos jours. Donc c'est un comité de 7 personnes. C'est un petit Ça comité. commence avec 7. Oui. Ça commence avec 7. Et après, enfin 7, c'est le minimum qu'il faut avoir. Et après, est-ce que vous avez donc vous avez dit tout à l'heure, vous avez obtenu récemment le soutien d'associations pour ces flyers. Est-ce que vous avez cherché justement à avoir le soutien d'associations, d'organisations, de partis Oui, mais je me suis rendu compte, euh, quand ce n'est pas vous-même qui avez inventé quelque chose, ou bien quand ils n'y voient pas immédiatement un intérêt pour eux pour se profiler, parce que ce n'est pas pour avantager un groupe social ou un parti politique, c'est vraiment pour renforcer nos droits ouais, les droits du peuple. Ouais. du peuple, du droit de référendum du peuple. Donc, j'ai parlé avec des partis politiques ou des associations. C'était C'était difficile. difficile. Et du point de vue financier, comment vous... Donc là, vous avez dit, vous avez lancé un peu un appel pour financer des flyers maintenant. Mais est-ce que vous avez beaucoup de moyens comment vous avez fait? Alors, quand j'ai déposé mon texte, et puis, quand je leur ai dit à la chancellerie, ils m'ont dit, ah, mais monsieur Zidane, vous savez, ça va vous coûter beaucoup d'argent, ça va vous coûter 100 000, 200 000 francs minimum. J'ai dit, moi, je n'ai pas autant d'argent. Et c'est pas mon intention de dépenser. J'ai dépensé maintenant peut-être l'encre, le papier, puis la connexion Internet pour faire ça. Et puis j'ai utilisé ce que je sais faire. Mais ensuite, ce qui était un peu difficile, c'était d'ouvrir un compte de chèque postal. Parce que je ne voulais pas créer une association. Donc, j'ai trouvé une solution pour avoir un chèque postal au nom de l'initiative Jacomet. Et ensuite, j'ai commencé à recevoir des dons. Et bon, peut-être le budget que j'ai reçu, c'était 30 000 francs. Mhm. Mais je pense que personne à ce jour a réussi à récolter autant de signatures avec 30 000 francs. Le nombre de francs par signature. J'ai un très bon ratio, j'en suis très fier. Et Euh, je remercie tous ceux qui ont déjà donné. Parce que
c'est vraiment des gens qui réfléchissent au-delà du oui, mais est-ce qu'on est sûr de gagner? Non, c'est juste pour renforcer nos droits. Et c'est à nous de nous défendre. C'est pas espérer que quelqu'un d'autre va agir pour nous. Et du côté des médias, est-ce qu'il y a eu de l'écho dans les médias ou... Alors ça, c'était encore plus difficile. Il y a seulement en Suisse alémanique, j'ai eu quelques articles qui ont été publiés dans la Weltwoche, et ça, on peut les lire, ceux qui savent lire l'allemand. Ils peuvent lire dans le Pressespiegel, sur la revue de presse, et les articles qui ont été publiés sur l'initiative Giacometti. En Suisse romande, j'ai vraiment essayé tout. Il y a seulement dans un journal, mais un joli article, j'aime beaucoup cet article, publié sur un site, sur une plateforme, un journal online qui s'appelle Bon pour la tête. Vous le verrez aussi sur la revue de presse du site Giacometti. Eh bien, je vous remercie. Juste, en principe, si je fais une interview comme ça sur une initiative qui est en cours de récolte de signatures ou bien même un sujet, une initiative en général, en principe, je donne pas mon opinion que ce soit pour ou que ce soit contre, parce que c'est pas vraiment le sujet de la chaîne, de cette chaîne de démocratie d'abord. C'est vraiment centré sur la démocratie et pas sur des sujets spécifiques. Et dans votre cas, ben, votre sujet spécifique est centré sur la démocratie. Et donc, je vais juste signaler que j'ai signé en fait votre initiative. Merci beaucoup. Et donc, je vous souhaite plein succès. Et puis, si ceux qui nous écoutent, les citoyens suisses, je les encourage en fait à signer cette Et initiative. les étrangers, ils ont le droit de faire des dons, des donations. Et oui, ils peuvent même aussi faire signer en fait. Ils peuvent aller dans la rue faire signer, mais ils peuvent pas signer eux-mêmes. Moi, ce qui m'a le plus, disons, convaincu, l'élément essentiel, c'était le fait que cette durée pendant laquelle la loi urgente est en vigueur, mais les citoyens n'ont pas encore pu faire appel au peuple s'ils voulaient faire appel au peuple pour contester cette loi. Ça paraissait important que ce soit réduit, que ça ne dure pas une année comme c'est dans la loi actuelle, mais que ce soit réduit à, ben là, c'est 3 mois. J'aurais pu même imaginer 2 mois, en fait. Mais c'est réduit à 3 mois dans votre initiative Giacometti. C'est le temps si on fait un référendum facultatif, comme c'est maintenant, c'est le temps c'est le temps imparti pour récolter des signatures. Donc, là, ça permet de réduire cette durée-là. Voilà, donc je ne sais pas si vous voulez rajouter un dernier mot avant qu'on close cet entretien. Oui, comme je l'ai dit précédemment, je pense que c'est vraiment chaque citoyen qui doit euh, dire oui, est-ce que je suis d'accord avec cette initiative. Et ensuite, si possible, aller sur le site, imprimer la feuille de signature, envoyer à l'adresse indiquée, qui est ici, là où je suis assis. Et si c'est possible, aussi de faire soit le flyer überall, le prospectus partout. Ça, c'est, paraît-il, très efficace. Moi, je ne me connais pas en marketing politique, mais il semblerait que c'est très efficace. Et ça marche très bien, parce que très peu de gens savent qu'il y a cette initiative. Parce que je n'ai pas réussi à percer dans la presse. On peut me faire le reproche, mais j'ai essayé de mon mieux. On essaye. Et puis, signer, en parler avec les amis et aussi peut-être soutenir ce flyer überall. Ça, c'est peut-être une bonne chose. Bien, merci beaucoup et je vous Merci souhaite beaucoup. un plein succès. À vous aussi pour Au votre aide. revoir.